Pour joindre l'équipe des Incorrigibles, composez le 418-387-1015, poste 1. De l'extérieur, faites le 1-855-331-1015, poste 1. 17h07. Je vous dirais que dans un souci de bien comprendre ce dossier-là, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'acteurs qui sont directement impliqués dans la desserte ambulancière pour la région. Notre prochain invité est coordonnateur secteur préhospitalier d'urgence et sécurité civile. C'est M. Dominique Desrosiers-Fortin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, M. Routier, vous-même? Ben oui, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil de nous avoir invités. D'entrée de jeu, comment on prend ça? Est-ce que le service ambulancier sur le territoire est fait en fonction du nombre de citoyens? Comment ça fonctionne du côté de l'agence? Oui, en effet, faut remonter aux années 80 pour voir un peu la répartition des ressources là sur l'entièreté du territoire québécois. Donc, c'est à cette année-là là, qu'il y a des zones qui ont été délimitées là, sur tout le territoire. Puis il y en a 19 ici en Chaudière-Appalaches. Les ressources ont été établies à ce moment-là selon la répartition démographique, là, donc les gens, là, le nombre de personnes qu'il y avait un peu partout, les besoins au niveau de la population. Et depuis, on évalue ça de façon ponctuelle à chaque année. Ou sinon, là, quand il arrive sous n'importe quelle situation là, qui est alarmante, qu'on détecte. Quand vous dites que vous faites l'évaluation de façon ponctuelle, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Quand il y a des modifications, quand il y a une petite ville qui se crée dans une ville, est-ce que ça vient jouer sur vos statistiques? Puis là, je m'explique. Quand une résidence comme le Château Bellevue de Sainte-Marie, où il y a plusieurs centaines de résidents qui arrivent d'un peu partout sur le territoire, dans d'autres municipalités, pour venir dans un point central, est-ce que ça vient jouer sur vos prises de décision, ça? Ça, c'est sûr. Nous, on a plusieurs façons de ramasser cette information-là. D'abord, annuellement, il y a beaucoup de statistiques qui sont ramassées, que ce soit par le ministère ou par directement, et c'est des données là, qui sont prises sur le terrain par les techniciens ambulanciers paramédics. Du côté aussi du Centre de communication santé. Oui. Quand vous appelez au 911, et ces gens-là, ils prennent tout de suite le pouls de la situation, puis ils sont en mesure de voir quand, par exemple, il y a beaucoup d'appels à un endroit, une recrudescence, puis ils nous informent rapidement. On a des moyens là, pour qu'ils nous informent lorsqu'il y a des besoins qui se font sentir. Par exemple, j'ai plus de véhicules disponibles dans tel secteur, puis là, on commence à faire de l'ajout ponctuel. On réagit. Puis quand ça fait plusieurs fois comme ça qu'on réagit, ben là, on est capable de monter un dossier. Et c'est qui, en bout de ligne, qui prend la décision? C'est vous comme coordonnateur ou si la décision est prise à un niveau supérieur, c'est-à-dire le ministère de la Santé? Ultimement, c'est le ministère de la Santé, parce que nous, ici, au niveau de la région, on travaille avec tous nos partenaires, entre autres le Centre de communication santé, les entreprises ambulancières, même des fois, parfois, les établissements de santé. Ouais. Puis, quand on convient d'une façon, quand il y a une problématique quelque part, on essaie de convenir ensemble. Des fois, même, on implique les syndicats. Et puis, sur la base des solutions qui sont sorties, on va faire une soumission de projet au niveau du ministère. Et puis, on en a fait quelques-unes au cours des 2 dernières années. Est-ce qu'elles ont été acceptées, ces soumissions? Dans le contexte actuel, pas vraiment. Je vous dirais que ce qu'on travaille plutôt, c'est des solutions qui sont alternatives. Il y a des moyens qu'on a mis en place ici au niveau de la région pour pouvoir maximiser les ressources. Est-ce que vous avez eu au moins un retour? Parce que ça, c'est un autre problème qu'on entend souvent. Il n'y a pas de retour fait suite aux demandes. Oui, effectivement, on a eu un retour parce qu'on se parle fréquemment là, pour faire des ajustements. Puis, lorsqu'on leur soumet des propositions comme ça, évidemment, eux, ils ont la vision globale de la province. Moi, j'ai la vision au niveau de la région, c'est ça. Et puis, selon les ressources qui sont pas très très présentes actuellement, vous êtes au courant du contexte, ça fait déjà plus de 2 ans là, qu'il n'y a pas eu de ressources ambulancières mises d'ajoutées au niveau de la province. Ceci dit... Au niveau de la province? Oui, au niveau de la province. Ceci dit, il y a eu des ressources qui ont été ajoutées au niveau des premiers répondants. Puis ça aussi, ça fait partie des services préhospitaliers d'urgence et les gens un peu l'oublient. Mais ici, par exemple, en prenant pour la Beauce, il n'y a pas de premiers répondants. Ah oui, il y a des premiers répondants à Chaudière-Appalaches. Il y en a à Saint-Victor, je sais qu'il y en a à Saint-Victor, de mémoire, vite comme ça. Oui, mais il y a 29 municipalités là, qui sont couvertes présentement avec des services de premiers répondants. Est-ce qu'ils sont toujours appelés pour un appel?
Ils sont appelés pour des appels qui correspondent selon leur niveau. Bref, c'est souvent habituellement les appels qui sont urgents. Donc les priorités 0 ou les priorités 1. Je pense que j'en avais parlé avec M. Nadeau hier. Quand ça fait la différence entre la vie et la mort, nous on appelle ça des situations qui sont chronodépendantes. Prenons par exemple un arrêt cardio-respiratoire ou par exemple une allergie sévère. Ben, les premiers répondants peuvent aller sur place et puis donner les premiers soins. Puis c'est ça qui fait la différence. Vous savez que la RCR active, la défibrillation active, c'est ça qui sauve des vies. Le plus vite qu'un premier répondant, c'est encore celui qui accompagne la personne, le témoin de l'événement. Ça, c'est sûr que c'est... Mais les premiers répondants, c'est les pompiers aussi, règle générale? Pas tout le temps. On a quelques endroits où ce sont des citoyens qui sont volontaires et bénévoles, mais la plupart du temps, vous avez raison. On est en onde, je vais vous faire une demande, mais si vous pouvez me fournir la liste des 29 municipalités qui ont des premiers répondants, ça m'interpelle, ça m'intéresse comme journaliste. Il n'y a pas de problème. Il y en a même 3 autres qui sont en démarche là, pour se faire former actuellement d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous le savez? Oui, il y a Saint-Vallier, la municipalité de Saint-Vallier avec laquelle on travaille, la municipalité de Laurier-Station, puis Saint-Pierre de Broughton aussi. OK. Donc, éventuellement, ces gens-là auront des premiers répondants pour, évidemment, répondre plus vite aux appels d'urgence. Tout à fait. Puis venir en supporter justement nos services préhospitaliers. Moi, il y a une question que je me pose. Comme coordonnateur, je ne sais pas si vous avez la réponse ou vous serez en mesure de favoriser une réponse, mais comment ça se fait que les techniciens ambulanciers, les paramédics sont en mesure de constater un décès, mais ne peuvent pas refuser de transport à quiconque le demande? Ces gens-là sont qualifiés, ont de l'expérience. S'ils se présentent sur une situation et ils jugent que la personne qui est là devant eux ne nécessite pas de transport d'urgence, on pourrait pas leur permettre de dire prenez un taxi ou prenez une voie alternative? Oui. En fait, ils peuvent constater le décès parce qu'ils sont en contact avec un médecin qui, lui, il va le constater. Ça semble que c'est les techniciens ambulanciers qui le constatent. Par contre, il y a tout un processus avec l'unité de coordination clinique où il y a des infirmières et puis qui elles, font le relais avec le médecin de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis. De cette façon-là, on est en mesure d'arriver aux éléments, de sortir les éléments qui nous permettent de faire un constat de décès. Bon, ça, c'est une chose. Pour ce qui est de déterminer ou non si le transport peut se faire. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'à l'origine, chaque demande de transport, c'est un citoyen qui veut avoir l'ambulance. Donc, d'emblée, nous, c'est sûr qu'on va se présenter. Et puis, normalement, la suite, c'est que les techniciens ambulanciers et paramédics vont transporter la personne vers l'hôpital. Ça, c'est la logique des choses. Bon, hier, on a parlé à M. Nadeau du tarif. C'est 120 $ plus un certain montant de 125 $. Plus combien du kilomètre? 1,75 km. Puis ça coûte 890? Ouais, 890, là. Ça, c'est en région, le coût, parce que au niveau d'urgence santé, c'est 600 quelques mille, à Montréal, 600 quelques dollars par appel. Dans les villes, c'est moins dispendieux parce que les distances sont moins longues? Oui, probablement. Ça, c'est une chose, entre autres, oui. Mais à ce moment-là, la personne ne paiera pas le montant total? Il y a une partie qui va être payée par l'ensemble des contribuables? Oui, tout à fait. Là. Vous savez que lorsqu'on paye 125 $, évidemment, il y a une partie qui est subventionnée. Mais si je reviens un peu à votre question, à savoir pourquoi les techniciens ambulanciers ne peuvent pas dire à une personne de prendre tel ou tel autre moyen de transport, dans le fond, là, c'est plutôt simple. C'est qu'avec les moyens diagnostiques qu'ils ont, les moniteurs défibrillateurs et tout ça, et c'est pas tout à fait évident de clarifier toutes les situations, puis de pouvoir émettre. D'abord, ils peuvent pas émettre un diagnostic. Normalement, c'est seulement que les médecins qui peuvent faire ça. Et puis, avec les éléments diagnostiques qu'ils ont en main, ils sont en mesure de pouvoir conseiller ou non, d'aller d'utiliser tel moyen de transport. Sauf que remarquez bien que le point qui est important là-dedans, c'est que on n'a pas de données assez étoffées actuellement au niveau de la recherche afin de savoir telle ou telle problématique. On l'a pas encore fait de recherche ou fait de démontrer que, par exemple, si quelqu'un aurait une coupure, par exemple, à la main, n'aurait pas besoin d'aller à l'hôpital. Pour l'instant, c'est pas encore documenté, déterminé de cette façon-là, mais il y a des travaux de recherche qui devraient faire ça. On appelle ça la régulation de transport. Un phénomène un peu nouveau.
unité de coordination clinique, l'UCC-SPU, qui ramasse ces données-là, serait à mesure de pouvoir potentiellement le Parce faire. Que vous comprenez que tout notre questionnement part du fait que 2 citoyens sont témoins d'une collision entre un piéton et une voiture et que c'est une ambulance de Saint-Joseph qui doit venir cueillir le patient à Sainte-Marie parce que les 2 ambulances qu'on a répondent déjà, on a déjà pris les patients en charge, on est en direction du CH. Moi, pour avoir fait des recherches, je sais qu'il y en a un des 2 qui ne nécessitait pas de transport en ambulance. Mm-hmm. Parce que le diagnostic médical ou la cause ou l'événement médical ne nécessitait pas de transport en ambulance. Ce que ça a provoqué, c'est que ça a allongé des délais d'attente. Là, c'était une collision voiture-piéton. On dit que c'est un appel de priorité 1 pour les paramédics. Mais si ça avait mis la vie en jeu d'une personne, et Dieu sait que c'est déjà arrivé dans le passé, il y a un gros boulot d'éducation à faire auprès de la population, vous trouvez pas? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Ceci dit, vous dites que vous avez fait vos recherches, puis ça, je peux bien comprendre. Par contre, des fois, il y a des gens que c'est pas nécessairement la condition qu'ils ont, mais le fait qu'ils n'ont pas nécessairement l'aide à domicile, la possibilité eux-mêmes de pouvoir se déplacer, puis il manque un peu d'informations. Des gens d'une autre génération, parfois aussi, vont avoir l'impression que, l'ambulance, c'est la meilleure façon pour aller à l'hôpital. On lutte contre plusieurs... la façon la plus vite de passer au triage? Ah, ça, certaines personnes pensent ça, mais comme M. Nadeau vous l'a dit hier, c'est pas le cas du tout. Je suis content de voir vous écouter la radio. Oui, ben écoutez, on s'intéresse aux gens qui s'intéressent aux services préhospitaliers. Si on récapitule, dans le fond, si vous permettez pas à vos ambulanciers de trier les gens pour aller à l'hôpital en ambulance, c'est un certain souci de prévention aussi, pour pas négliger quelqu'un à la simple vue d'une blessure. Oui, il y a eu des cas, ça remonte peut-être à plusieurs années, mais où des gens ont été laissés pour morts à des endroits, et puis que ça s'est avéré que la personne était vivante finalement, des erreurs comme ça. Maintenant, nos paramédics sont vraiment mieux formés là. Absolument. Et puis je pense qu'on arrive probablement à la croisée des chemins où on va être en mesure de faire ça, où ces professionnels de la santé là vont pouvoir prendre ce genre de décisions là. Par contre, il faut vraiment le documenter puis que le corps médical, n'oublions pas, soit à l'aise avec ça, parce que c'est quand même des décisions que de dire restez à la maison. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il arrive quelque chose finalement? C'est très difficile avec les moyens de diagnostic qui sont limités qu'on a actuellement de pouvoir en être sûr à 100%. Est-ce que l'horaire de faction est là pour perdurer? C'est une bonne question. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui la contestent ou qui se posent des questions à ce sujet-là. Moi, ce que je sais, par exemple, c'est qu'en termes de contribuables, je regarde un peu c'est quoi le fardeau qu'on a au niveau des finances publiques. Puis je me demande combien on serait prêt à payer pour avoir une ambulance disponible à chaque coin de rue. Moi, ça me ferait plaisir, là, comme je dis, de pouvoir justement générer tout ça. Analyser comme ça, vous avez raison. Mais si on permettait aux techniciens, aux paramédics, aux techniciens ambulanciers de faire du maintien à domicile puis qui évitent des visites à l'hôpital, peut-être qu'on serait gagnant en bout de ligne. Alors, là, vous parlez de quelque chose là, qui est tout à fait dans les visions. Parce qu'en Ontario, ça se fait déjà. Là. C'est ce qu'on a su hier, en fait. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est vraiment une vision qui s'en vient beaucoup plus moderne. Il faut comprendre qu'il y a énormément de partenaires là dans toute cette démarche-là, dans le service préhospitalier. Il faut amener aussi les différents partenaires à aller dans ce sens-là, même si la vision du ministre est d'aller dans ce sens-là, ça, elle n'a pas été déterminée encore. Par contre, on peut voir qu'il y a un rapport qui a été écrit dernièrement, Comité national des services préhospitaliers d'urgence. Ce rapport-là va dans ce sens-là. Puis moi, je pense qu'ils peuvent prendre, nos techniciens ambulanciers paramédics peuvent prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire, ils vont dans beaucoup de domiciles. Ils pourraient certainement être en mesure de dire à l'établissement de santé, telle personne demeure dans un milieu qui est dangereux. Elle pourrait faire des chutes. Et puis, si jamais cette information-là est connue, on pourrait faire de la prévention. Parce qu'une chute, c'est une personne âgée qui tombe, qui se blesse. C'est des coups aussi. C'est du temps à l'urgence. Alors qu'on pourrait déjà être en avant. Par contre, comme je vous dis, actuellement, on n'a pas les modalités pour pouvoir le faire, mais éventuellement... C'est le fun. C'est le fun parce que le Québec a été visionnaire dans beaucoup de points. Et si on pouvait l'être dans ce domaine-là, puis faire de réelles économies, puis offrir un service d'encore de meilleure qualité à la population, je pense qu'on serait tous gagnants. Tout à fait.
Quand on regarde les écoles au Québec, il y a un palmarès que fait paraître la revue L'Actualité. Est-ce qu'il y a un palmarès des performances des équipes préhospitalières de transport d'ambulance au Québec? Oui, il y a un palmarès, ça a fait des régions, des différentes zones des ambulancières de la région. C'est des palmarès. Ce qui fait le palmarès, on appelle ça le taux d'utilisation clinique. C'est-à-dire le taux d'utilisation du service. Le temps où l'ambulance, finalement, est occupée à donner des soins versus son temps d'attente, pour vous dire de quoi. Bon, si t'es numéro 1, est-ce que c'est parce que t'es le plus performant ou c'est parce que t'es le moins bon? Si t'es numéro 1, c'est parce que t'as vraiment besoin d'aide, t'as une grande charge de travail, puis tu pourrais être le prochain à avoir des ressources supplémentaires. Alors en Beauce, on se situe où? En Beauce, vous vous situez quand même bien. Je vais vous donner un exemple de Sainte-Marie ici. Là. Je vais aller voir un peu parce que je m'étais sorti quelques notes. Ici, là, au niveau de la zone de Sainte-Marie, on est 17e sur 19e. OK, pour Chaudière-Appalaches. Comme je dis, moi, je garde tout le temps une vision comme ça. En termes d'efficacité ou en termes d'utilisation? En termes d'utilisation. Ça veut dire qu'il y en a 17 autres qui sont plus utilisés, qui utilisent plus, que leurs ambulances sont utilisées plus souvent, ou dans un ratio plus longuement, je dirais, que ici, là, au niveau de Sainte-Marie. Et puis ici, on le ramène au niveau de la province. On est 126e sur 179e. En fait, c'est sur la priorité pour ajouter des véhicules, si vous voulez voir, comme ça. Si on prend la région de Sainte-Marie, la région de la Beauce particulièrement, puis on la compare à d'autres régions du Québec qui ont sensiblement la même population, est-ce qu'il y a une certaine équité entre chez nous et ce qui se fait ailleurs? Ça, c'est difficile de dire ça parce que ce sont des données qui sont... moi, j'ai des données de Chaudière-Appalaches, puis c'est toutes des données qui sont absolument ramassées au niveau du ministère. Par contre, dans le rapport du comité national, il y avait quelques indices là-dedans. Puis il y avait entre autres la zone de Lévis qui était comparée avec la zone de Sherbrooke, puis on voit que c'est pas les mêmes ressources qui sont en place et que malgré tout, malgré que Sherbrooke a plus de ressources, ils semblent être encore plus occupés puis être un petit peu plus priorisés pour avoir des ressources. Il faut comprendre qu'il y a énormément de facteurs qui font que une région va utiliser plus ses ressources ou pas. Le fait que nous, ici, on fait du constat de décès depuis des années, fait en sorte que les ressources ambulancières qu'on a, ils transportent pas les défunts vers l'hôpital. Alors, ces gens-là, ils sont libérés en moyenne 70 minutes plus vite. Un appel normal va durer de 2 à 3 heures en Chaudière-Appalaches. Puis là, quand tu fais un constat de décès, ça va durer une quarantaine de minutes à différence, plutôt que 3 heures. Donc, pour rendre l'ambulance disponible plus rapidement pour la population. Tout à fait. Donc, vous êtes disponible pour des vivants versus pour transporter un défunt. Il y a plusieurs entreprises qui font du service préhospitalier dans la région. Est-ce que si on les compare entre elles, elles ont le même taux d'efficacité? Nous, c'est pas tout à fait comme ça. On va le voir plus en termes de charge de travail. Je vous dirais que tout le monde fait son travail de la façon, remplit ses parts du contrat, dans le fond. C'est sûr qu'il y en a qui démontrent une proactivité vraiment intéressante qui sort même du cadre normal. OK. Monsieur Nadeau vous a parlé hier, entre autres, de démarches qu'il faisait au niveau des établissements pour pouvoir justement travailler des projets pour aller donner un coup de main pour des gens qui seraient à domicile en soins chroniques, des choses comme ça. Ça commence à dépasser. C'est vraiment une vision innovante. Et puis, il y a des gens qui, comme ces organisations-là, comme Cambie, par exemple, sont des excellents collaborateurs avec nous. Mais je vous dirais que généralement, là, ici, au niveau de la région, on est plutôt choyé. Écoutez, il y a énormément de choses qu'on fait qui se font pas ailleurs, même pas à Montréal. Là. Mais ce que je voulais savoir surtout, est-ce qu'on récompense les meilleurs, les plus performants? Puis je m'explique. Si le technicien ambulancier se met à jaser au poste de garde avec les infirmières, il n'est pas disponible pour venir faire du transport. Mais si son compétiteur, lui, se dépêche à sortir du centre hospitalier parce qu'il veut donner du service à la population, je pense que lui devrait être récompensé. Oui, vous avez raison, mais nous, ce qu'on travaille beaucoup, c'est pour s'assurer que le service est meilleur. D'ailleurs, c'est le rôle de l'agence. Chez nous, c'est la qualité. Vous les avez, ces données-là, savoir qui passe plus de temps au centre hospitalier. Vous le savez, quelle compagnie reste là plus longtemps que les autres. Oui, tout à fait. Puis ça, dans nos données, ce sont des choses qu'on observe, puis on prend des moyens justement pour les régler. Dernier élément. Il y a été beaucoup question, entre autres dans le fameux rapport, du déploiement dynamique. Mm-hmm. Ça veut dire de permettre aux techniciens ambulanciers paramédics d'être efficaces, d'être sur le terrain. Est-ce que vous travaillez dans ce sens-là?
Nous, on regarde des possibilités pour pouvoir faire ça justement avec les partenaires quand c'est possible de le faire. Si par exemple, puis je vous dirais que ça, toutes les entreprises ambulancières collaborent bien avec nous. Lorsqu'on a des besoins ponctuels pour changer de zone d'une zone à l'autre, ce sont des choses que tout le monde abonde dans ce sens-là. Remarquez qu'ici, à Chaudière-Appalaches, il y a quand même plusieurs corps de faction. Si j'étais dans un petit peu plus urbain, c'est plus facile quand ce sont des véhicules à l'heure. Un corps de faction, c'est qu'à chaque fois qu'on les déplace, ces techniciens ambulanciers-là, qui sont en attente chez eux, ben ça lui cause de la charge de travail. Et puis là, après un certain temps, si on a une charge de travail trop élevée, nous, on va devoir les retirer pour qu'ils prennent le repos, pour pas qu'ils se mettent en danger. Ouais. Mais en même temps, par d'autres ressources. Mais ceux qui sont sur des corps de faction, c'est-à-dire qu'ils sont à la maison, par exemple, et le téléavertisseur sonne, il est 2h du matin, le gars dort, le temps de s'habiller, de déneiger la voiture, s'il fait moins 30, de la faire tourner une couple de minutes avant de se rendre à la centrale, ça vient d'allonger le temps d'appel. Est-ce que dans vos statistiques, il y a quelque chose qui dit qu'on est moins performant que les autres à cause de ce système-là? Mais c'est pas à cause de ce système-là, mais le fait qu'on a des corps de faction, c'est sûr que c'est moins rapide. Alors, c'est sûr que moi, il y a quelques obstacles. Les fameuses délimitations que je vous ai parlé tantôt, les zones, là, si elles n'existaient plus, et puis qu'on était en mesure de pouvoir gérer ici notre pool d'heures, notre banque d'heures des ambulances, on serait capable d'avoir probablement un petit peu plus de performance. Ceci dit, je suis tout à fait à la même place que M. Nadeau. Vous préférez peut-être avoir dans votre municipalité un véhicule de faction que ne pas avoir de véhicule là, puis qui soit ailleurs, rapide et disponible, mais il serait plus dans votre cour. Il y a beaucoup de questions au niveau des municipalités. Il y a des endroits où, par exemple, pour dire la Guadeloupe, où c'est un corps de faction qui est là, ben si vous avez un corps à l'heure, il est fort probable que ce véhicule-là ne sera plus à la Guadeloupe posté. Il va bouger de façon dynamique et c'est toujours la même situation. Si tu es proche de la ressource, ça va bien. Et si t'es pas proche de la ressource, c'est un peu plus long. Puis ça, c'est toujours dynamique. Hein? Vous l'avez vu encore la semaine passée. Ça a été très agréable de vous recevoir. Puis on va sûrement se permettre de vous réinviter à nouveau. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Ça sera un plaisir. Ça prend toujours une première fois. Merci beaucoup. Dominique Desrosiers-Fortin, il est coordonnateur au service préhospitalier d'urgence et sécurité civile. Évidemment, on revenait sur ce dossier qui touche le service ambulancier ici dans la région. On se pose des questions, mais à la lumière de ce qu'il vient de nous raconter, lui aussi il s'en pose pas mal, puis il essaie de trouver des réponses pour offrir un service de qualité aux résidents de la région.